Vous écoutez On lit pour vous. Canicule et personnes âgées. Ce n'est pas l'âge qui tue, ce sont les failles du système. Un texte de Stéphanie Adzifilalitis paru le 13 juillet 2026 dans Bel Âge. Il y a 5 ans, la vague de chaleur qui a frappé la Colombie-Britannique est devenue l'une des catastrophes météorologiques les plus meurtrières de l'histoire du Canada. Fin juin et début juillet 2021, en l'espace de 8 jours, 619 personnes sont décédées des suites de la canicule. La plupart étaient des personnes âgées. Beaucoup vivaient seules. Presque toutes sont mortes chez elles. Ce qui s'est passé n'était pas seulement un phénomène météorologique. C'était un échec des politiques en matière de logement, de santé, de préparation aux situations d'urgence et de politique sociale. Aujourd'hui, la question qui dérange n'est pas de savoir si nous avons tiré les leçons de cette tragédie, c'est de savoir si nous en avons tiré suffisamment. Ce mois-ci, une grande partie de l'Europe est à nouveau sous alerte canicule. L'Italie a émis ses alertes de niveau maximal dans plusieurs villes. La France et le Royaume-Uni ont enregistré des températures supérieures à 44 degrés Celsius. Des écoles ont fermé, les réseaux de transport ont été perturbés et les gouvernements s'efforcent de protéger les habitants vulnérables. Des milliers de décès ont déjà été associés à la vague de chaleur actuelle touchant principalement les personnes âgées. Les récentes vagues de chaleur qui ont touché le Canada rappellent que les risques sanitaires liés au réchauffement climatique s'aggravent aussi chez nous. Fin juin et début juillet 2026, des périodes prolongées de chaleur extrême ont donné lieu à des alertes de chaleur généralisées en Ontario, au Québec et dans certaines régions du Canada atlantique, avec des indices humidex dépassant les 40 degrés Celsius par endroit. Un enjeu majeur de santé publique. Ces scènes nous sont familières car le problème sous-jacent est le même. Les vagues de chaleur extrême ne sont plus des événements rares. Elles sont en train de devenir un enjeu majeur de santé publique du 21e siècle. Pourtant, notre réponse reste largement réactive. La vague de chaleur a mis en évidence ce que les chercheurs savent depuis longtemps. La chaleur n'affecte pas tout le monde de la même manière. L'âge, le handicap, les revenus, la qualité du logement, l'isolement social, les responsabilités familiales et l'accès à des moyens de rafraîchissement sont autant de facteurs déterminants. Les personnes les plus exposées sont celles qui disposent du moins de ressources pour se protéger. Les personnes âgées sont souvent considérées comme un groupe vulnérable en cas de canicule, mais la vulnérabilité ne dépend pas uniquement de l'âge. Elle dépend des choix politiques. Les personnes deviennent vulnérables lorsqu'elles vivent dans les logements mal ventilés, n'ont pas les moyens de s'équiper d'une climatisation, ont une mobilité réduite, sont socialement isolés ou dépendent de systèmes de santé et d'aide sociale fragmentés qui peinent à identifier les personnes à risque avant qu'une crise ne survienne. Vieillir dans un climat en mutation. La population canadienne est désormais hyper vieillissante. Plus de 20% des Canadiens ont plus de 65 ans. Parallèlement, le changement climatique augmente à la fois la fréquence et l'intensité des épisodes de chaleur extrême. Santé Canada prévoit que la mortalité liée à la chaleur continuera d'augmenter au cours des prochaines décennies. En Colombie-Britannique, des modélisations suggèrent que, sans mesure d'adaptation significative, la chaleur extrême pourrait causer la mort de plus de 1300 personnes par an d'ici 2030. Au sein du National Collaborative on Climate Change and Aging, collectif national sur les changements climatiques et le vieillissement, dont je suis la directrice scientifique, nous savons ce qui pourrait aider. Les villes peuvent étendre la canopée urbaine et les espaces publics ombragés.
Les codes de construction peuvent privilégier le refroidissement passif et la conception résistante à la chaleur et nous pouvons garantir et faire respecter la législation afin que les logements disposent d'espaces dédiés au contrôle de la température. Les logements sociaux, les établissements de soins de longue durée, les résidences pour personnes âgées et les logements communautaires peuvent être adaptés et soumis à des obligations visant à prévenir les températures intérieures dangereuses. Les systèmes de santé peuvent mettre en place des mécanismes pour identifier et soutenir les personnes les plus exposées. Les plans d'action chaleur-santé peuvent associer la santé publique, les services sociaux, la gestion des urgences et les organisations communautaires avant que les températures ne grimpent. Nous pouvons également nous appuyer sur les experts de terrain qui font face à ces problèmes depuis des années. Le problème n'est pas un manque de preuves, c'est un manque d'empressement. L'hypothèse la plus dangereuse. Au lendemain du dôme de chaleur de 2021, de nombreux gouvernements ont promis de prendre des mesures. Des améliorations importantes ont été apportées, mais l'adaptation reste fragmentée et inégale. Trop souvent, la préparation à la chaleur repose encore sur la responsabilité individuelle, alors que les risques sont largement déterminés par des conditions sociales et environnementales plus vastes. Au cours des 20 prochaines années au Canada, la population âgée de 65 ans et plus devrait augmenter de 68 %. Soutenir les personnes âgées face au changement climatique deviendra une priorité politique croissante pour les collectivités. Étant donné que la plupart des personnes âgées préfèrent vieillir chez elles, c'est-à-dire rester aussi longtemps que possible dans leur logement et leur communauté, les stratégies d'adaptation au changement climatique devraient aller au-delà des interventions d'urgence. Elles devraient inclure des logements adaptés aux personnes âgées, des infrastructures de quartier, des services accessibles et des soutiens communautaires afin que chacun puisse rester en sécurité chez soi dans un climat en mutation. Il y a 5 ans, 619 personnes ont perdu la vie en Colombie-Britannique et cette immense tragédie a servi d'avertissement au pays. L'Europe nous en donne aujourd'hui un autre. La leçon à retenir n'est pas que la chaleur extrême est à venir, elle est déjà là. L'hypothèse la plus dangereuse que nous puissions formuler est que nous disposons encore de temps. C'était Canicule et personnes âgées, ce n'est pas l'âge qui tue, ce sont les failles du système. Un texte de Stéphanie Atzifilalitis, paru le 13 juillet 2026 dans Bel Âge. Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 25 août. En 1825, déclaration d'indépendance de l'Uruguay. L'Uruguay proclame son indépendance vis-à-vis de l'Empire du Brésil, qu'il administrait alors sous le nom de province Cisplatine. Cette déclaration ouvre une guerre entre le Brésil et les provinces unies du Rio de la Plata, aujourd'hui l'Argentine. Le conflit se conclura par la reconnaissance officielle de l'indépendance uruguayenne quelques années plus tard. L'Uruguay devient ainsi un État tampon entre les deux grandes puissances régionales. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 25 août. Québec prévoit 393 millions sur 5 ans pour soutenir les proches aidants. Un texte de Félix Côté, paru le 18 juin 2026 dans Info Bref.
Cette somme est prévue dans le nouveau plan d'action du gouvernement pour les personnes proches aidantes. Il succède à un premier plan lancé en 2021. Le nouveau plan comprend plusieurs mesures visant à améliorer l'accès à des services pour les proches aidants, favoriser leur reconnaissance. Ces mesures concernent plus de 2 millions de Québécois. Selon une enquête de l'Institut de la statistique du Québec publiée le 17 juin, 27% des 15 ans et plus agissent comme proches aidants. C'était Québec prévoit 393 millions sur 5 ans pour soutenir les proches aidants, un texte de Félix Côté, paru le 18 juin 2026 dans Info Bref. Une technologie intégrant l'IA améliore les chirurgies. Un texte de Catherine Deshôtels de la presse canadienne, paru le 7 juillet 2026 dans la presse. Une technologie innovante a été utilisée récemment par des chirurgiens orthopédiques du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, pour corriger une scoliose complexe chez une patiente aînée, une avancée importante considérant le contexte de vieillissement de la population et l'augmentation de la prévalence de la scoliose avec l'âge. Les scolioses découvertes radiologiquement, ça veut dire qu'on la voit sur des rayons X quand on a plus de 50 ans, quand il y a de la dégénération. Ça devient de plus en plus prévalent dans la population en général, mentionne le Dr Jesse Chen, chirurgien orthopédique au CHUM. Ça va devenir de plus en plus prévalent avec la population qui va vieillir. Donc, ça va être un problème de santé publique qui s'en vient, qu'on le veuille ou non. La scoliose est caractérisée par une déformation de la colonne, souvent en forme de S. Il existe plusieurs types de scoliose, la plus fréquente étant la scoliose idiopathique. Des traitements non opératoires comme de la physiothérapie peuvent aider les patients, mais parfois la chirurgie est de mise. Lorsqu'un patient a besoin d'une opération pour corriger sa scoliose, dans la méthode conventionnelle, le chirurgien doit modeler lui-même les tiges en métal pendant l'intervention. On utilise des vis et des tiges pour réaligner la colonne dans une forme plus normale. Actuellement, on les plie à la main. On utilise un plieur pour essayer de faire une courbure, pour raccorder à travers toutes les vis. Des fois, il peut y avoir une dizaine, une quinzaine de vis une après l'autre, décrit le Dr Chen. Par ailleurs, la scoliose chez les adultes est bien différente de celle chez les enfants, précise le Dr Zi Wang, chirurgien orthopédique au CHUM. La difficulté pour les médecins est de plier la tige de plusieurs sens, en avant, en arrière et de côté. Chez les adultes, on doit souvent finir au bassin, au plus bas, parce qu'ils ont déjà dégénéré, dit-il. Également, la rigidité des courbes chez les adultes quand ils vieillissent, ils ont beaucoup d'arthrose, donc les courbes sont très, très rigides. Ils sont souvent beaucoup plus difficiles à courber versus les courbes pédiatriques qui sont encore souples à ce moment-là, explique Dr Wang. Là où la technologie est particulièrement utile, c'est qu'elle va créer la tige selon l'anatomie de la personne, avant la chirurgie. Cela va faire gagner du temps aux chirurgiens et peut éviter des complications futures. L'IA pour produire la forme parfaite. La technologie Unit Personalized Spine Solutions utilise l'intelligence artificielle et des logiciels de simulation préopératoire pour proposer différents modèles aux chirurgiens, ce qui permet ensuite de fabriquer des tiges rachidiennes sur mesure, évitant aux chirurgiens de la plier manuellement pendant l'intervention. Cela réduit entre autres les risques que la tige se brise dans l'avenir. Dans la méthode conventionnelle, le chirurgien peut se reprendre plusieurs fois pour avoir le bon angle dans la courbe. La tige devient plus fragile et elle peut se casser. Les Dr Wang et Chen ont réalisé une chirurgie de correction d'une scoliose adulte complexe à l'aide de la technologie. La patiente, sexagénaire,
présentait une scoliose idiopathique sévère associée à des changements dégénératifs importants. Elle souffrait depuis plus de 3 ans d'importantes douleurs liées à une déformation d'une côte qui venait comprimer sa hanche. C'est la personnalisation de chaque individu qui est quand même importante, parce qu'on sait que ce n'est pas tout le monde qui va avoir la même forme de dos. Il faut s'adapter à chacun. Et donc, la chirurgie a été différente ici, où on était capable de planifier d'avance, utilisant un logiciel qui est assez avancé, utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle pour produire la forme parfaite, idéale pour la personne qui bénéficie d'une intervention chirurgicale, indique le Dr. Chen. Le succès de la chirurgie représente une avancée importante pour les personnes souffrant d'une scoliose. Les 2 chirurgiens font valoir à quel point la douleur de ces patients est sévère. Ce sont des gens qui souffrent en silence. Ils ne vont pas mourir dans les salles d'urgence, ils vont juste souffrir à la maison tout seuls, se désole Dr. Chen. La technologie Unit Personalized Spine Solutions est populaire aux États-Unis, rapporte le Dr. Wang, qui espère qu'elle sera davantage accessible au Québec pour traiter des cas de scoliose complexes. C'était « Une technologie intégrant l'IA améliore les chirurgies », un texte de Catherine Deshôtels de la presse canadienne, paru le 7 juillet 2026 dans la presse. Des bouchons sur la route, un texte paru le 30 octobre 2021 dans le magazine Québec Science. Du conducteur agacé à l'embouteillage géant, il n'y a qu'un pas, et s'il pouvait être évité. Agacement, épuisement, énervement, accident. Tu as déjà dû remarquer que les embouteillages suscitent de nombreuses réactions chez les conducteurs et peu souvent positives. Mais plutôt qu'écouter les noms d'oiseaux que s'échangent les automobilistes, si on se penchait sur la physique des embouteillages pour comprendre leurs causes et trouver des solutions. Un embouteillage survient lorsqu'un conducteur a un comportement inadapté ou inattendu, en décalage avec le reste des voitures. Accélération brusque, coup de frein, changement de voie. S'il y a beaucoup de voitures, l'automobile qui se trouve derrière ralentit alors pour laisser passer ce conducteur impétueux. La voiture derrière celle-ci ralentit encore plus pour conserver une distance sécuritaire et éviter l'accident, et ainsi de suite. L'embouteillage se propage alors tout le long de la route comme une onde lorsque tu lances un caillou à la surface d'un lac. Si les 2 ou 3 premières voitures repartent rapidement, les voitures loin derrière se retrouvent facilement bloquées plusieurs minutes. C'est un exemple d'effet papillon qui s'applique à plein de phénomènes en physique. Une petite cause peut avoir de grandes conséquences. Les projets de voitures autonomes pourraient résoudre nos problèmes d'embouteillage. Sans humains impatients au volant, les voitures intelligentes s'ajusteraient harmonieusement les unes par rapport aux autres en tenant compte de tout un tas de paramètres comme la vitesse moyenne et le nombre de voitures, mais aussi la météo, les travaux ou l'état des routes. En attendant, les solutions aux embouteillages sont assez simples. Ne pas s'impatienter, ne pas rouler trop vite, garder ses distances pour ne pas avoir à freiner brusquement, ne pas changer de voie si le trafic est perturbé. Bref, respirer un grand coup et se détendre au volant. C'était Des bouchons sur la route, un texte paru le 30 octobre 2021 dans le magazine Québec Science. Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 26 août. En 1346, bataille de Crécy. Lors de la guerre de Cent Ans, l'armée anglaise d'Édouard III inflige une défaite écrasante aux forces françaises près du village de Crécy, dans le nord de la France. L'efficacité redoutable des archers anglais équipés de l'arcs longs fait basculer le sort de la bataille.
Cette victoire marque un tournant tactique majeur dans l'art de la guerre médiévale. Elle ouvre la voie au siège de Calais par les Anglais l'année suivante. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 26 août. Comment faire aimer la lecture à votre enfant? Un texte de Mandy Rich paru sur le site de l'UNICEF. Tout ce que vous devez savoir pour éveiller le lecteur qui est en lui. La lecture n'ouvre pas seulement les portes de l'imaginaire, elle permet à votre enfant d'apprendre de nouvelles choses, de développer son langage, d'enrichir son vocabulaire et d'améliorer bien d'autres compétences linguistiques. Les livres sont également l'occasion de partager des moments privilégiés avec lui et d'apprécier la compagnie l'un de l'autre. Passer 10 à 15 minutes par jour autour d'un livre suffit à susciter l'intérêt des tout-petits. Voici quelques conseils pour faire aimer la lecture à votre enfant. Commencez le plus tôt possible. Faites la lecture à votre nouveau-né. Vous l'aiderez ainsi à prendre le meilleur départ dans la vie. En effet, les bébés apprennent à parler en écoutant les adultes leur répéter et leur lire différents mots. Quand vous racontez une histoire à votre enfant, décrivez les personnages et les objets qui se trouvent dans le livre ou imitez le cri des animaux. Le son de votre voix donne du sens aux lettres et aux images qu'il a sous les yeux. Prenez une voix plus ou moins grave ou aiguë et changez d'intonation ou d'accent en fonction des personnages. Vous capterez ainsi l'attention de votre enfant et donnerez vie à l'histoire. N'oubliez pas que les enfants apprennent à aimer les livres bien avant de savoir lire. Aussi, les enfants habitués aux livres dès leur plus jeune âge les apprécient-ils d'autant plus en grandissant. Montrez l'exemple. Il est important que les enfants considèrent la lecture comme une activité amusante et agréable et non comme une tâche ardue. L'idéal pour y parvenir est de lui montrer l'exemple. Si votre enfant voit que vous lisez souvent, cela l'incitera à vous imiter. En prime, il passera également moins de temps devant les écrans. Si vous n'avez pas eu l'occasion de lire depuis un moment, demandez conseil à votre libraire ou votre bibliothécaire qui saura dénicher les meilleurs ouvrages pour vous et votre enfant. Demandez aussi à vos proches et à vos amis quels sont les livres préférés de leurs enfants et comment ils s'y prennent pour lire avec eux. N'hésitez pas à emmener votre enfant choisir des livres avec vous et faites de cette sortie une occasion spéciale. Lisez à tour de rôle. Quand votre enfant devient plus grand, prenez l'habitude de lire à haute voix, chacun à votre tour. Si votre enfant est un lecteur précoce, commencez par lui demander de montrer les lettres et les mots qu'il reconnaît. Demandez-lui ensuite de lire une phrase sur deux, puis, à mesure qu'il progresse, une page entière et enfin, un chapitre complet. Posez des questions sur l'histoire que vous êtes en train de lire. À ton avis, que va-t-il se passer maintenant? Pourquoi l'éléphant a-t-il fait ça? Ces moments passés ensemble à lire à haute voix aideront votre enfant à s'exprimer avec plus d'aisance et consolideront ses acquis. Écoutez votre enfant. Tenez compte des centres d'intérêt que votre enfant développe en grandissant. Si un sujet, par exemple les dinosaures, l'attire particulièrement, cherchez des livres adaptés à son âge qui pourraient l'intéresser. Cela le confortera dans l'idée que les livres sont un moyen d'en savoir plus sur les thèmes qui lui plaisent. De plus, votre enfant aura davantage envie de lire s'il retrouve son dinosaure préféré. Ne vous inquiétez pas si votre enfant ne s'attaque pas encore à Proust ou à Dostoïevski. L'essentiel, c'est qu'il lise, même s'il se cantonne aux bandes dessinées pour l'instant.
Ce sont des supports de lecture comme les autres. Vous pouvez l'encourager à découvrir d'autres types d'ouvrages, mais n'insistez pas si votre enfant ne se montre pas réceptif. Instaurez un rituel. Pour que votre enfant considère la lecture comme un plaisir, il faut commencer par intégrer les livres au rituel quotidien. Racontez-lui une histoire le soir, avant qu'il aille se coucher, ou prenez l'habitude de lire dans les transports en commun. Quand vous êtes ensemble, évitez de regarder votre téléphone ou la télévision. Rien ne doit distraire votre attention l'un de l'autre. Pour que votre enfant aime lire, il faut notamment qu'il y ait des livres dans son environnement. Si possible, essayez de lui constituer une bibliothèque à la maison. Inutile de voir les choses en grand. Quelques ouvrages suffisent largement. Renseignez-vous également auprès de la bibliothèque près de chez vous pour savoir si elle organise des heures de conte pour les enfants. Ces rencontres sont une excellente occasion de leur faire apprécier les livres tout en favorisant la socialisation avec leurs camarades. Vous pouvez également envisager de créer un mini-club de lecture avec vos amis et leurs enfants. Les grandes étapes de la lecture. Si chaque enfant est différent, on observe plusieurs grandes étapes dans l'acquisition des compétences de lecture. De la naissance à 18 mois, l'enfant comprend des phrases simples. L'enfant observe les images et tente de tourner les pages. L'enfant imite le langage. Aux alentours de 1 an, l'enfant sait prononcer un ou plusieurs mots. De 18 mois à 3 ans, l'enfant compte 250 à 350 mots dans son vocabulaire vers l'âge de 2 ans et 800 à 1000 mots vers l'âge de 3 ans. L'enfant aime qu'on lui lise des histoires tirées de livres familiers. L'enfant sait répéter des phrases issues de ses livres favoris. L'enfant imite les vocalisations des adultes. L'enfant demande qu'on lui fasse la lecture. De 3 à 5 ans, l'enfant reconnaît des lettres familières et essaie de les écrire. L'enfant sait tenir correctement un livre et tourner les pages. L'enfant repère les mots qui riment. L'enfant formule des phrases avec aisance. L'enfant acquiert des connaissances grâce aux livres qu'on lui lit à haute voix. C'était « Comment faire aimer la lecture à votre enfant ?» un texte de Mandy Rich, paru sur le site de l'UNICEF.